Terrain social. Hugues Chevarin. Julie Neveu. Julie Neveu est maîtresse de conférences en linguistique à l'université Paris-Sorbonne. Le langage est un miroir du monde et de son état. Depuis le début du XXIe siècle et l'envol des technologies de la communication, des réseaux dits sociaux, les mots s'entrechoquent. Avec la pandémie de Covid-19, certains surgissent sur la scène du langage. Terrain social vous propose aujourd'hui une réflexion sur l'usage et le sens des mots au cœur d'une crise de confiance. Terrain social. Bonjour Julie Neveu. Bonjour. Je vous cite. Nos mots, s'ils entreprennent de décrire le monde, décrivent surtout la façon dont nous le percevons. Comment percevons-nous le monde en ce début d'année 2021 et certains mots sont-ils plus importants que d'autres ? Alors écoutez, en fait, moi j'ai remarqué, vraiment, on parle des 3 dernières semaines, depuis le mois de janvier, ce qui était la marque linguistique d'une sorte de résignation, on va dire, notamment dans la façon qu'on a eu de se souhaiter une bonne année. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si ça s'est produit autour de vous. Moi, personne n'a véritablement dit facilement bonne année. Et donc on m'a dit souvent meilleure année. Vous voyez, meilleure année. Et c'est tout. C'était tout. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est la preuve, si vous voulez, que le langage a enregistré là la sortie d'un espoir d'absolu. Vous voyez, la sortie de l'idéal. C'est-à-dire que la bonne année, c'est l'année où le bonheur, de façon absolue, en soi, sans relativiser, peut vous rencontrer, où ça peut être tranquille, il peut y avoir une quiétude, etc. Et là, on est passé dans une expression du comparatif, vous savez, donc meilleur, le comparatif de supériorité de bonne. C'est-à-dire que l'année qui s'annonce ne peut être vécue que comparativement à l'année dernière, qui est, de façon implicite, décrite comme terrible, si vous voulez. Donc, meilleure année si vous voulez, apporte la satisfaction de reconnaître qu'on a vécu une très mauvaise année et qu'on espère un tout petit peu mieux. Vous voyez, donc c'est vraiment notre espoir au rabais, une sorte de résignation et à la fois on espère encore un petit peu mieux. Donc on reste un tout petit peu optimiste, mais vraiment moins que d'habitude. Ça, j'ai trouvé intéressant. Ensuite, il y a 3 mots que je trouve vraiment fascinants qui sont dans le débat, dans l'actualité tous les jours là. Donc c'est bien sûr vaccin. Vaccin parce que ce que je trouve fascinant dans ce mot et qu'on ne sait plus du tout, c'est qu'en fait ça vient du 19e siècle et le premier usage de vaccin, c'était pour désigner le virus véritablement de la vaccine, qui était une variole de la vache. Vaccin, ça vient de vacca, la vache en latin. Et en fait, donc c'était d'abord un virus. Le premier emploi de vaccin, c'était pour désigner le virus de la variole de la vache qu'on a compris qu'on pouvait inoculer à l'homme au 19e siècle. Et donc, à cette époque déjà, avec ce début si vous voulez, de sursaut de la médecine qui s'empare du mal pour essayer de le transformer en remède. Je trouve ça fascinant. Et donc on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on essaie de produire ce basculement du mal vers le remède avec le vaccin. Donc ça, c'est plutôt une forme d'espoir, je dirais, mais évidemment réduit par l'arrivée de ce variant. Et ça, c'est un autre mot que je voudrais commenter. Ce variant qu'on appelle donc britannique. Donc déjà, variant, c'est intéressant parce que moi, j'entendais surtout mutant avant. Et je pense que les scientifiques ont préféré variant parce que mutant, ça fait peur, déjà, qu'il y ait cette connotation un peu scientifique, de science-fiction. Et le variant, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on s'est mis à l'appeler le variant britannique d'abord, puis anglais. Or, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au début, le coronavirus, enfin le Covid-19, il était interdit de l'appeler le virus chinois. Et d'ailleurs, Trump se faisait un malin plaisir à l'appeler seulement le virus chinois. Et c'était très dommageable, selon toutes les autorités scientifiques et tous les intellectuels, parce que ça stigmatisait fortement, ça associait à une nationalité et ça inspirait des sentiments de l'ordre du repli identitaire, etc. Voilà. Et là, je trouve que le fait qu'on se soit mis à dire variant britannique, alors que les médecins, les scientifiques continuent à dire que c'est problématique, mais majoritairement, on n'arrive pas à l'appeler autrement parce que finalement c'est le lieu de la localisation. C'est en Angleterre qu'on l'a identifié le plus tôt. Et il y a d'autres emplois, d'autres synonymes qu'on propose, mais qui sont très compliqués, comme VOC 2020-12-01. C'est impossible, on peut pas s'approprier ça. Donc finalement, il y a aussi là une sorte de résignation sur l'ambition lexicale à nommer le virus tellement il y a de mutations. Et voilà, finalement, on en est réduit à localiser d'où ça vient. Et je vois là aussi une sorte d'échec, d'impuissance un peu à réussir à nommer de façon satisfaisante ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus. Aujourd'hui, Le Monde vient de faire paraître un article qui montrait que les questions les plus posées sur Google
était couvre-feu, couvre-feu jusqu'à quand parle Macron, quand parle Castex. Alors il y a résignation, mais il y a aussi inquiétude. Ah bien sûr. Alors bien sûr, j'allais d'ailleurs y venir, c'est-à-dire qu'inquiétude, c'est sans doute le mot qui résume le mieux notre état. Notre état, notre sentiment dominant. Et c'est très intéressant d'ailleurs, on voit, il y a beaucoup d'articles qui disent l'inquiétude des Français, l'inquiétude du monde entier, l'inquiétude de la planète, l'inquiétude des scientifiques. Enfin, tout le monde s'inquiète. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'inquiétude, si vous voulez, est privilégiée par rapport au mot crainte, par exemple. Et là, j'y vois aussi quelque chose de difficile. C'est-à-dire que l'inquiétude, c'est vraiment ce qui s'installe et c'est un état nié. Vous savez, avec ce préfixe un qui nie la quiétude. Donc, c'est vraiment qu'on a vraiment perdu toute forme de sérénité. Et en effet, l'inquiétude se traduit par un questionnement que vous venez donc de décrire, et qui va porter sur toutes les craintes qui sont des craintes plus ciblées, vous voyez. Et donc, ces craintes, c'est notre mode de vie, en effet, qui est défini depuis bientôt donc 1 an, par toutes ces mesures qui restreignent nos libertés. Et ça, c'est autre chose de nouveau et d'incroyable, en fait. Et on n'arrive pas à s'y faire. Et on continue, si vous voulez, pour contrer cette inquiétude, pour lutter contre, on essaie de réduire la marge d'incertitude. Là encore, vous voyez, un mot qui nie quelque chose qui était un état souhaitable, c'est-à-dire la certitude. On préfère savoir. Or, on ne comprend rien, on ne sait rien, le mystère s'épaissit. Et donc, la réaction à ça, c'est le désir de comprendre, de pouvoir maîtriser quelque chose. Et les seules marges de maîtrise qu'on peut avoir, peut-être, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Jusqu'à quelle heure? Vous voyez, c'est incroyable comment toutes ces mesures vont pouvoir stabiliser quelque chose. Donc, on a besoin de stabilité, car on ne sait rien. Et ce besoin de stabilité, je crois, explique aussi très bien tout l'engouement pour les théories de type complotiste, c'est-à-dire qu'on a besoin, notre esprit a besoin de saisir quelque chose, de trouver un responsable, de s'exercer quelque part. Donc oui, je suis pas étonnée du tout qu'on demande, on essaie de savoir, dans cet océan d'incertitude, on essaie d'avoir quelques certitudes, et ce sera, toutes ces mesures qui, vous le remarquez, sont éminemment paradoxales aussi. Donc le couvre-feu, le confinement, des mesures qui en fait interdisent mais pour protéger. Et ça, c'est vraiment aussi le paradoxe de notre situation depuis 1 an. C'est-à-dire que les mesures qu'on peut donc appeler liberticides si on veut, ou bien sécuritaires si on veut, c'est une autre façon de percevoir la même réalité, bien sûr. Et c'est pour ça que ça rappelle la citation que vous avez gentiment faite de mon livre, à savoir que oui, on peut considérer que ces mesures sont d'abord sécuritaires, et donc si, on les respecte, si on envisage plutôt cela, ou alors on trouve que c'est infernal, c'est insupportable et qu'elles réduisent trop nos libertés, on ne supporte pas, et là ça donne lieu à des comportements de type plutôt complotistes, avec des comportements d'opposition comme dans les vous voyez, anti-vax, anti-masque, tous ceux qui trouvent que finalement ces mesures sont insupportables, qui n'arrivent pas à supporter qu'on nous protège et qui trouvent que plutôt on nous interdit. Sur la question de la crise de confiance. Évidemment, dans les 20 dernières années, on va dire depuis les attentats du 11 septembre, puis l'élection de Trump, puis la crise sanitaire, les enjeux autour du mot vérité et mensonge, et peut-être les nuances de ces deux mots, sont au cœur du débat. Tout à fait. En fait, ce qui est incroyable, c'est si vous voulez, en même temps que la technologie nous a permis, avec la révolution digitale, de donner tous notre avis, nos opinions, nos vérités, au pluriel, de s'afficher comme une vérité, de prendre l'apparence d'une vérité, ce qu'est la fake news, quelque chose qui prend l'apparence d'une nouvelle vraie, mais qui en réalité n'en est pas une. On a assisté à la fois un travail de sape de la vérité, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Une vérité, ce serait une autorité qui détient, on va dire, un constat, quelque chose basé sur les faits, que tout le monde s'accorderait, enfin disons une majorité s'accorderait à reconnaître comme reflétant ce qu'est la situation. Or, cela, vu que les points de vue sur le monde, sur la situation, ont pu être tous publiés en même temps et se confronter, et les gens adhérer selon leurs propres envies, leurs propres peurs, leur propre irrationalité, adhérer à des versions différentes, on s'est retrouvé dans un système du rapport au fait même, complètement chamboulé, donc c'est chaotique. Et c'est vrai qu'avec Trump, on a eu pour la première fois un président à ce niveau-là qui s'est prononcé pour
toujours une sorte de désinvolture à l'égard de la vérité. Donc c'est ce que certains experts intellectuels ont appelé l'ère de la post-vérité. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste de gauche Stephen Colbert là aux États-Unis, qui a proposé lui un néologisme auquel je m'intéresse en ce moment dans ma recherche. Truthiness, très difficile à traduire, la véricitude peut-être, qui a dit finalement c'est ça la nouvelle vérité. Il a proposé ça en 2005 déjà, hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait ce serait l'impression seulement de vérité, avec plus aucun crédit porté à si cette chose qu'on a décrétée vraie avec quelques fondements dans la réalité objective. Donc ce serait la vérité, enfin la véricité, ou la véricitude ne serait qu'une sorte d'impression floue qu'on a de la réalité, une interprétation totalement subjective. Et là, c'était pour bien sûr critiquer la dérive de ça. Mais il est vrai qu'on est tous, et moi je le constate autour de moi aussi, hein, des gens qui réfléchissent, sont devenus tous méfiants des sources d'information. Et c'est vrai que c'est difficile et que les journalistes, je crois, vous tous les journalistes ont un travail accru et difficile et qui est sans arrêt, eh bien c'est un nouveau terme qui est rentré d'ailleurs dans la place publique, de fact-checker, enfin de vérifier les faits et de bien vite lutter contre ces fausses vérités. Est-ce que aujourd'hui, avec tous ces mots-là qui surgissent, donc il y a un télescopage de tous ces mots, il n'y a plus de hiérarchie, mais voyez-vous quand même poindre dans le langage des indices qui permettent de dire qu'on peut sortir de cette situation, de ce brouillage, on va dire, linguistique? Écoutez, moi d'abord, je suis fondamentalement optimiste malgré tout, ce qui reste, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise attitude, mais en tout cas, il me semble que on est dans un espace, enfin dans un temps post-critique, d'après la crise, par rapport au rapport à l'information. C'est-à-dire qu'on a été plongé dans ce nouveau mode en continu excessif d'afflux d'informations, ce qu'en français on a pu appeler l'infobésité d'ailleurs, qui a donné lieu à une grande fatigue, et on a compris, je crois, que l'excès nuisait. On est retourné déjà à un temps d'information plus lent, comme le slow journalisme le montre bien, comme toutes les radios qui nous laissent parler, comme vous êtes en train de le faire, le montre bien aussi, et c'est très agréable, et je pense que les gens se rendent compte. Mais c'était une question d'éducation, de tout le monde, de la majorité, à ces nouveaux outils. Et donc je pense que oui, on en sort, et notamment ce que je venais de dire sur le rôle des journalistes, qui vérifient les faits. Les gens commencent à être plus méfiants. Maintenant, je dois dire que la crise sanitaire a empiré cela, puisqu'il y a un contexte qui prête totalement à ce qu'on se réfugie dans nos peurs et à ce que les peurs dominent le rapport même à l'information. Donc il faut s'accrocher, il faut essayer de se méfier de nos impulsions, de nos facilités à être crédules, car c'est quand même un des moteurs de l'adhésion à des fake news, hein. Et voilà, de s'informer, de prendre des sources de confiance. Et ça, c'est difficile. Mais je pense quand même qu'on est de plus en plus éduqués et qu'on apprend à discerner et à comprendre que notre confiance peut quand même s'exercer malgré tout, avec différents outils un peu plus affûtés que ceux d'il y a 20 ans. Merci Julie Neveu. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en linguistique à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié en septembre 2020 « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.